Ce soir, j'aimerais parler du Togo et des prochaines élections présidentielles qui arrivent et tout ce qui se passe autour de cette présidentielle, particulièrement les discussions qui ont cours depuis que M. Agbeome Kodjo, l'ancien Premier ministre du régime Eyadema, a été porté candidat d'une frange de ce qu'on peut appeler l'opposition institutionnelle du Togo. Nos positions sont connues depuis un moment. En ce qui concerne les élections en Afrique, nous nous sommes régulièrement exprimés sur ce que sont les élections en Afrique et nous considérons que les élections ne sont pas un outil adapté pour résoudre les problèmes africains. Je veux simplement dire ce soir comment les choses se sont passées pour que Agbeome Kodjo soit porté comme candidat d'une partie de l'opposition togolaise. Mais en réalité, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas Agbeome Kodjo. Ce n'est pas la candidature d'Agbeome Kodjo qui est notre problème. Ce n'est pas là le nœud du problème togolais. Et c'est pour ça que nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur cette question, mais dire simplement, essayer d'apporter des éclaircissements aux gens pour qu'ils sachent comment les choses se sont passées. La chose est que, à partir du moment où la date des élections est fixée au Togo, et puis que cette opposition institutionnelle a conduit le peuple togolais dans des impasses répétées, et puis que le peuple se trouve dans une situation de démoralisation, de déception et de déboussolement, Monseigneur Kodjo, qui est l'archevêque de Lomé, a pris sur lui la décision de réunir ces gens qui venaient de quitter la coalition des 14 partis de l'opposition pour leur demander de faire l'exercice consistant à parvenir à une candidature unique pour challenger Faure Gnassingbé, qui probablement va être candidat, sûrement va être candidat. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'opposants institutionnels ont refusé de suivre Monseigneur Kodjo, et tandis que quelques autres ont accepté d'aller à sa rencontre. Et donc, Kodjo va mettre en place ce que lui-même il a appelé un comité de sages constitué de quelques personnes dont les plus importantes sont Yaovi Adodo, l'ancien ministre de Eyadema, Yaovi Adodo, ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui est complètement oublié et ignoré par la jeunesse togolaise. Yaovi Adodo fait partie de ceux qui ont fait les heures les plus glorieuses du RPT, du parti unique dans le pays. Ensuite, l'ancien ministre Issa Samarou, un ancien ministre de la transition qui est connu pour ses liens avec le pouvoir en place au Togo. Issa Samarou. Et la dernière grande personnalité dans ce comité de sages de Kodjo s'appelle Fidèle Nubukbo, qui était un ancien ministre, également du régime Eyadema. Donc ces trois personnalités font partie du système que combattent les Togolais depuis plusieurs années. Et ce sont ces gens-là qui, après avoir étudié les candidats à la candidature unique de cette frange de l'opposition réunie par Kodjo, c'est, disait ce comité des sages, qui a décidé, selon une étude de dossier, que c'est Agbeome qui convient le mieux pour incarner l'opposition, en tout cas cette frange de l'opposition, lors de cette élection présidentielle. Donc, il y a Yaovi Adodo, Issa Samarou et Fidèle Nubukbo qui sont les trois personnalités
de ce comité des sages, réunis par Monseigneur Philippe Fanoko-Bodjo, qui ont décidé de porter Agbeome Kodjo, l'ancien ministre, comme candidat unique de cette frange de l'opposition, réunie justement par Monseigneur Bodjo. Donc, je pense que chacun peut apprécier la décision de ces personnes face au candidat du pouvoir. Donc, le débat, je le dis encore une fois, ne porte pas sur Agbeome Kodjo. Que Agbeome Kodjo ait des qualités, des défauts, ça, ce n'est pas la question. Tout le monde en a. Tout le monde a des défauts, des qualités. La question ici, ce n'est pas de savoir si Agbeome Kodjo est une personne de bonne moralité ou pas. La question n'est pas de savoir si Agbeome Kodjo a des compétences pour diriger le Togo ou pas. La question n'est pas de savoir si Agbeome Kodjo dispose d'un réseau ou pas, international ou pas. La question n'est pas de savoir si Agbeome dispose de l'argent ou pas. Alors, si toutes ces questions ne se posent pas, c'est quoi la question précisément? Pourquoi est-ce que la candidature d'Agbeome Kodjo constitue pour un certain nombre de Togolais un problème? Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre de chapelle qui se déroule entre un certain nombre de partis d'opposition dans ce pays-là depuis des années. Ce qui fait que les différents rassemblements, les différentes coalitions qui sont nées dans ce pays depuis 1990, à commencer par le Code 1, le Code 2, le phare et d'autres coalitions, en passant par le FRAC ou la CST pour la coalition Souvent le Togo, jusqu'à la coalition des 14, ces gens-là ne peuvent pas être ensemble parce qu'il y a une guerre d'ego et une divergence de vision entre ces partis politiques. Et donc, la question de l'unité des partis politiques au Togo ne se pose pas non plus. Et ça, nous l'avons exprimé plusieurs fois. Nous l'avons expliqué plusieurs fois. Parce que la question de l'unité des acteurs politiques ne se pose pas en termes de personnalité à réunir. Mais la question de l'unité des partis politiques se pose d'abord autour de la question de l'idée que portent ces partis. C'est autour d'une idée qu'on réunit des gens. Ce n'est pas l'addition des individualités, des individualités divergentes, contraires, opposées les unes aux autres, qu'on réunit pour prétendre faire l'unité. Et donc, la question de l'unité ne se pose pas non plus. Donc, il y a une guerre de chapelle, un combat de chapelle qui se déroule dans ce pays depuis plusieurs années entre un certain nombre de partis politiques. Et donc, oui, évidemment que Agbeome Kodjo, ayant appartenu au système et ayant oscillé entre le pouvoir, le régime RPT et l'opposition institutionnelle depuis une quinzaine d'années, Agbeome Kodjo s'est décrédibilisé aux yeux d'un certain nombre de Togolais. Ensuite, il ne faut pas oublier son passé historique en tant que directeur du port autonome de Lomé, où il s'est immensément enrichi. Ensuite, Agbeome Kodjo est passé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et tout le monde sait dans ce pays que le nom d'Agbeome Kodjo est lié au massacre de Fréau Jardin. Même si aucune investigation en tant que telle n'est venue pointer la responsabilité directe d'Agbeome Kodjo dans ce massacre de Fréau Jardin. Oui, il y a eu quelques prises de parole d'un certain nombre d'acteurs, mais nous n'avons pas un document formel qui montre qu'Agbeome Kodjo est l'auteur des massacres de Fréau Jardin. Même si lui-même il le nie, c'est clair que dans l'opinion, étant donné qu'Agbeome Kodjo était le ministre de la Sécurité à l'époque, eh bien, le massacre de Fréau Jardin, en termes de responsabilité, eh bien, ces responsabilités-là incombent à Agbeome Kodjo. Ensuite,
Avant ça, Aguiome Kodjo était un acteur présent dans la conférence nationale souveraine qui a eu lieu au Togo. Et c'était lui et quelques autres qui venaient défendre le régime des Yandema. Et ensuite, Aguiome Kodjo a fait une rupture fracassante avec le RPT parce que Aguiome s'estimait être l'héritier naturel des Yandema parce que l'ayant défendu bec et ongle contre le peuple togolais et lui ayant apporté de l'argent dont il avait besoin pour consolider son pouvoir par le biais du port autonome de Lomé. Aguiome estimait qu'il était celui qui était à même, le mieux placé pour pouvoir remplacer Yandema. Et voyant ce schéma s'effilocher, voyant ça, la succession des Yandema lui échapper, Aguiome Kodjo a fait une rupture, est sorti, a démissionné de ses responsabilités de Premier ministre pour dénoncer un certain nombre de pratiques du système RPT. Avant ça, Aguiome était aussi président de l'Assemblée nationale. Donc, Aguiome Kodjo, c'est quelqu'un du sérail, c'est quelqu'un qui connaît très bien le système. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui estiment que Aguiome a des atouts. Parce que, ayant eu ce parcours de cacique du système, qu'il est la personne la mieux placée aujourd'hui pour pouvoir défier ce même pouvoir. Ce que ces gens oublient, c'est que quand Aguiome est sorti à dénoncer ce pouvoir, est parti en exil. À son retour, il a été arrêté et emprisonné. Où étaient ses réseaux? Si Aguiome avait une telle puissance dans ce régime, quand il a été arrêté et emprisonné, on n'a pas vu les réseaux d'Aguiome Kodjo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce régime a arrêté Bojona Pascal, qui est appelé le faiseur de roi. C'est-à-dire que l'un des gens, en tout cas, qui ont installé Faure Gnassingbé au pouvoir. Ce régime-là arrêté, emprisonné. Une fois, deux fois, dans des conditions extrêmes. On n'a pas vu les réseaux et les hommes de main de Bojona venir le défendre face au noyau dur du RPT. On n'a pas vu ces réseaux-là. Ensuite, Faure Gnassingbé a arrêté son propre frère, Kpacha Gnassingbé, qui est le copropriétaire du pouvoir avec lui. Kpacha Gnassingbé est en prison depuis environ une dizaine d'années. On n'a pas vu les réseaux de Kpacha Gnassingbé venir le sortir ou en tout cas combattre son propre frère pour aller le sortir de sa prison. Donc ceux qui nous disent aujourd'hui qu'Aguiome Kodjo a des réseaux et qui vient du système et que c'est lui qui est naturellement bien placé pour pouvoir apporter de la contradiction dans ce système-là, ne savent pas de quoi ils parlent. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que si ce régime a emprisonné non seulement Aguiome à l'époque et que personne n'a bougé ses petits doigts pour aller sauver Aguiome Kodjo de l'emprisonnement, deux, si ce régime a emprisonné Kpacha Gnassingbé et que jusqu'ici personne ne s'est levé dans l'armée pour aller sortir Kpacha Gnassingbé de la prison, trois, si Faure Gnassingbé a emprisonné Pascal Bojona sans que les réseaux de Bojona lui viennent en aide pour le secourir face à Faure Gnassingbé, eh bien, je doute très fort qu'Aguiome Kodjo dispose aujourd'hui des réseaux au sein du régime pour pouvoir lui venir en aide lorsque la victoire probablement lui sera volée en février et en mars prochain. Donc, ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Il faut qu'on garde à l'esprit comment le RPT fonctionne.
C'est ça l'élément fondamental qu'il faut garder à l'esprit. Ceci m'amène à dire que la question qui se pose aujourd'hui face au RPT, ce n'est pas le candidat de l'opposition. Parce que si on pose la question du candidat de l'opposition, c'est comme si le peuple togolais ne sait pas voter et que, de par le passé, le peuple togolais avait voté naturellement pour le RPT parce que le candidat qui était en face de Faure Gnassingbé ne remplissait pas les conditions dont on parle aujourd'hui. Le peuple togolais a toujours voté clairement et nettement dans le sens du changement. Le peuple togolais a toujours voté depuis 1993. Première élection pluraliste au Togo. 1993, première élection présidentielle pluraliste au Togo. Les Togolais ont voté pour le changement. 98, les Togolais ont voté pour le changement. 2003, les Togolais ont voté pour le changement. 2005, à la disparition d'Eyadema, les Togolais ont voté pour le changement. 2010, les Togolais ont voté pour le changement. 2015, les Togolais ont voté également pour le changement. Et ce qui est remarquable, c'est que plus les Togolais votent pour le changement, moins le changement intervient. Plus les Togolais choisissent l'alternance, moins l'alternance intervient. Plus les Togolais votent pour que la famille Gnassingbé quitte le pouvoir, plus la famille Gnassingbé s'enracine et reste accrochée au pouvoir. Donc, le peuple togolais a toujours voté dans un sens donné. Ça, c'est clair, ça. Donc, la question du candidat en face du RPT n'est pas un problème. C'est pour ça que nous ne devons pas nous livrer à une guerre de chapelle et de guerre partisane aujourd'hui sur la question de la nomination d'Agbeome par une partie de l'opposition institutionnelle comme candidat unique. La guerre n'est pas sur ce terrain-là. Nous n'avons pas besoin de juger Agbeome sur tout ce qu'il a fait de par le passé. Agbeome, son passé est connu et ce passé l'a déjà condamné. Donc, la question ne se pose pas en termes de savoir si Agbeome sera capable de battre Faure Gnassingbé ou pas. Ce n'est pas ça la question. Si demain tout le monde se range derrière Agbeome Kodjo, les Togolais voteront pour Agbeome Kodjo. Ça, c'est clair. S'il y a d'autres candidats en face de Faure Gnassingbé, les Togolais voteront pour un candidat qui les aura convaincus. Ça, c'est clair, ça. Et je viens de démontrer que les Togolais ont toujours voté depuis 1993 pour le changement. Et plus ils votent pour le changement, moins le changement intervient. Plus ils votent pour l'alternance, plus l'alternance s'éloigne. C'est pour ça que la question qui se pose aujourd'hui n'est pas la question du candidat unique ou pas en face ou des candidats en face de Faure Gnassingbé. La question qui se pose ici, c'est la question du cadre dans lequel nous nous situons. Nous sommes dans un cadre fondamentalement colonial. Nous sommes en face d'un système tyrannique, héréditaire de type colonial. Par conséquent, l'outil le plus adapté face à ce pouvoir-là, ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les élections. Parce que ça fait 30 ans que nous faisons des élections dans ce pays. Et les Togolais n'ont jamais voté pour ce régime-là. Il ne faut pas laisser croire que les Togolais voteraient mal et que les Togolais voteraient pour le RPT. Non. Les Togolais ont toujours voté dans le sens du changement. Donc, ici, la question qui se pose, c'est la question du cadre étatique dans lequel nous nous trouvons. Et comme le système que nous avons en face de nous est un système héréditaire de type colonial, fondé sur deux éléments fondamentaux, à savoir la violence et la corruption, eh bien, l'élection ne peut pas faire en sorte que les Togolais parviennent à vaincre ce régime. L'élection ne vaincra pas ce régime-là. Et donc, si les Togolais s'inscrivent aujourd'hui dans cette dynamique électorale
au point de s'entre-déchirer. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur Agbeome Kodjo, c'est qu'ils se trompent de combat. C'est qu'ils se trompent de combat véritablement. Parce que, certainement, probablement, Agbeome Kodjo, s'il est soutenu par tout le monde, s'il est seul face à Afua Gnassingbé, ou s'il y a d'autres candidats, il y aura un candidat qui remportera les élections dans les urnes face à Afua Gnassingbé. Mais ce régime-là ne cédera pas. Ça, c'est très clair. C'est dans son ADN. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas en 2020 que le PT va changer son logiciel de fonctionnement. Ce régime, il est assis sur des ossements humains et dans le sang des Togolais qu'il boit tous les jours. Donc, la bataille à mener aujourd'hui n'est pas une bataille électorale. Ce régime n'a pas peur de la tricherie. Et d'ailleurs, ce régime a mis en place l'ensemble du logiciel pour rester au pouvoir. Et tout le monde le voit. Ce régime a installé une CENI, une commission électorale, à sa sauce. Ce régime a installé la Cour constitutionnelle, ce qui est tout à fait normal, à sa sauce. Ce régime quadrille le pays militairement depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Le budget militaire du Togo a été multiplié par 5 depuis 10 ans. La prochaine fois, je vous montrerai les chiffres. Ce régime s'est armé lourdement depuis 4 ans maintenant. Le budget militaire depuis 4 ans a connu une hausse fulgurante. Pourquoi? Nous ne sommes pas en guerre. Pourquoi? Parce que ce régime prépare 2020. C'est ça, la réalité. Donc la question n'est pas une question électorale. Donc si les Togolais aujourd'hui s'engouffrent dans une bataille électoraliste au point de s'entre-déchirer, c'est qu'ils se trompent de combat. C'est parce que là, on est en train, une fois encore, de prouver à ce régime que notre peuple est absolument incapable de se lever comme un seul homme pour asséner le coup de poing fatal à ce régime. C'est que là, notre peuple est en train de démontrer, encore une fois, son incapacité à pouvoir s'organiser pour donner le coup de poing fatal à ce régime qui, quoi qu'on dise, présente des fragilités. Même si ce régime se présente comme invincible, ce régime a des fragilités. Et ces fragilités-là, il faut les connaître pour pouvoir les attaquer. Donc, je reviens une fois encore pour dire que la question qui se pose aux Togolais aujourd'hui n'est pas une question électorale. Et l'opposition, aussi bien réunie autour de Monseigneur Kpodjo que celle institutionnelle qui refuse d'adhérer à la dynamique Kpodjo, ces deux tendances-là se trompent lourdement. Ces deux tendances sont en train de conduire une fois encore le peuple togolais à la désillusion et dans une impasse. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Parce que ce régime ne fera pas d'élection. Ce régime a son secret pour faire des élections. Ce régime a son secret de fabrication des résultats et des élections. Et 2020 ne va pas échapper à cette règle-là. Il faut qu'on soit lucide là-dessus. Il faut être lucide sur la nature et le fonctionnement de ce régime-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre notre énergie et notre temps dans des combats inutiles pour cette histoire de candidature. Le PT n'a rien à foutre des candidats qu'on va lui opposer. Parce que le fondement, c'est-à-dire la source et le déploiement de ce pouvoir-là ne sont pas fondés sur la voix du peuple, sur le consentement populaire. Ce régime sait très bien que le peuple togolais l'a vomi depuis 1963, depuis sa naissance, entaché du sang de Sylvanus Olympio. Ce régime est lucide, il le sait très bien. Il sait très bien que les Togolais ne voteront jamais pour lui. Il le sait très bien. C'est pour ça que ce régime a développé deux instruments qui lui permettent de tenir physiquement, mentalement, spirituellement, intellectuellement les Togolais.
à savoir la corruption et la violence. Et c'est sur ces deux terrains-là que nous devons combattre ce régime. Le peuple togolais a été toujours lucide, a toujours voté pour les gens qui l'ont convaincu ou en qui il a trouvé une certaine dignité, une certaine logique et un certain charisme. Et chaque fois, le peuple togolais, à chaque échéance électorale, les Togolais ont voté pour ces gens-là. Mais la question n'est pas de savoir pour qui les Togolais ont voté. C'est est-ce que dans les conditions, dans le cadre étatique actuel, en face de ce pouvoir-là, est-ce que les Togolais sont arrivés à arracher leur victoire volée? Non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à nous organiser de manière efficace pour gérer, contrôler, contenir et détruire la violence que le pouvoir là nous oppose au moment opportun et au moment décisif. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons travailler aujourd'hui. Et non courir dans tous les sens pour dire à quel candidat on va opposer à Faure Gnassingbé qui va se déclarer dans les prochaines semaines comme candidat. Et là encore, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de distiller dans l'opinion que Faure Gnassingbé ne sera pas candidat. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'excitent, qui sont contents, qui disent voilà, faut au moins, même si c'est une autre personne. Et là encore, se pose la question de savoir ce que nous sommes en train de combattre. Est-ce que c'est le système franco-Gnassingbé que nous combattons ou bien la personne de Faure Gnassingbé? Parce que même si Faure Gnassingbé parle demain, même si Faure Gnassingbé ne s'annonce pas comme candidat et qui décide de placer un de ses pions au pouvoir, de sorte que le système dont il est le parrain continue, eh bien, c'est ça que les Togolais veulent. Est-ce que c'est simplement le changement de personne dans la continuité du système que les Togolais veulent, ou bien est-ce que les Togolais veulent un changement total qui puisse annoncer la reconstruction du pays sur de nouvelles bases? Donc, à supposer que demain, Faure Gnassingbé renonce à être candidat, le problème n'est pas résolu pour autant. Il faut qu'on soit lucide. C'est le moment de la lucidité. Il faut être courageux, faire une analyse jusqu'au bout pour déterminer ce qui est le fond du problème et ce qu'il y a à faire. Ce n'est que comme ça que nous allons toucher du doigt nos responsabilités et ce qui nous attend comme travail. Mais si on fait une analyse qui s'arrête à mi-chemin, si on fait une analyse à moitié, parce qu'on a peur de découvrir nos responsabilités, au bout de l'analyse, eh bien, c'est que nous nous tirons une balle dans le pied. C'est ça la réalité. Donc, à supposer que Faure Gnassingbé renonce à sa candidature et qu'il plaçait une autre personne, de sorte que le système puisse continuer et lui garantir la tranquillité et la paix, le temps qui revient en 2025, est-ce que c'est ça que les Togolais veulent? Donc on sera content? Non. Donc, faisons l'analyse jusqu'au bout pour dire que ce système est un système fondamentalement anti-peuple. Pour utiliser un terme piégeux, ce régime est un régime fondamentalement antidémocratique, anti-peuple. Et son pouvoir ne vient pas du peuple. Donc, ce régime a déjà fait son élection de 2020. Ce régime a déjà imaginé les résultats. Ce régime a déjà pris les dispositions pour quadriller le terrain. Ce régime est dans une position où il estime que son pouvoir, le trône qu'il a hérité de Papa Eyadema, ne va pas lui échapper. Et il a déjà mis les bouchées doubles pour rester au pouvoir. Ça, c'est clair, ça. C'est cette analyse-là que nous devons faire. Et non nous entre-déchirer, nous tirailler sur la question de la candidature unique ou pas, ou sur la candidature d'Agbéomé ou de Fabre
ainsi de suite. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est la responsabilité des Togolais en face d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial. C'est comme ça qu'il faut qualifier le régime togolais. Et si nous définissons le régime comme un régime tyrannique héréditaire de type colonial, la réponse que ce type de régime a toujours appelé, et ça l'histoire nous le démontre, c'est que le peuple s'organise pour faire ce qu'on appelle une révolution populaire. Il faut rassembler les conditions pour y arriver. Et il ne faut pas que les Togolais pensent que c'est impossible face à ce régime-là. La première condition pour arriver à ce mouvement populaire, c'est de faire une analyse radicale, c'est-à-dire une analyse qui va jusqu'au bout, qui touche les racines du système que nous avons en face de nous. C'est la première condition. Et si nous faisons cette analyse-là, la première condition, c'est de déterminer la nature et le fonctionnement de ce régime-là, de parvenir à la conclusion au bout de cette analyse-là que ce régime est fondamentalement anti-peuple. Ce régime n'a jamais fait d'élection transparente et ne va pas en faire, que la question qui se pose à nous, ce n'est pas une question de candidature unique ou pas, ou de candidature multiple, et qu'au bout de la première analyse qui consiste à identifier la nature de ce régime, nous devons parvenir à la conclusion que ce régime est fondé sur deux éléments clés, à savoir la violence et la corruption. Surtout la violence. Au moment décisif, c'est là que le pouvoir organise. La violence, c'est là que ce pouvoir fait la décision. Et c'est en ce moment-là que nous devons aussi nous préparer pour éviter que le pouvoir nous fasse la décision en face de nous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour parvenir à l'organisation, à la structuration du peuple autour de l'idée d'un soulèvement populaire sous forme d'un tsunami qui va balayer l'ensemble du système sur son cheminement, sur son déploiement, c'est l'analyse des partis de l'opposition institutionnelle qui prétendent combattre ce régime. Voir leurs résultats, voir ce que ces partis-là ont produit jusqu'ici. Et le résultat de cette deuxième analyse, c'est que nous allons découvrir que ces partis-là ne nous mènent pas sur la bonne voie, n'utilisent pas nos énergies de manière à ce que le résultat puisse être obtenu face à ce régime. Et il y a plusieurs raisons qui font que les partis de l'opposition institutionnelle sont dans cette disposition d'esprit. C'est-à-dire que ces partis sont en train de galvauder l'énergie populaire depuis des décennies. Et si nous faisons cette deuxième analyse-là, ça veut dire que nous allons écarter les partis politiques de l'opposition institutionnelle qui, prétendant combattre le régime, lui servent plutôt de béquille. Et à partir de ce moment, nous allons, troisième étape de notre réflexion, commencer par nous organiser de manière alternative, en dehors des partis de l'opposition institutionnelle. Et il y a des gens, des groupes, qui imaginent ça, qui ont travaillé sur ce schéma-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Togolais, dans leur quartier, dans leur village, dans leur ville, dans leur préfecture, dans leur canton, dans leur famille, doivent commencer par briser le mur de la défiance, de la peur, de la méfiance qui est construit très astucieusement entre nous pour éviter que nous ne nous organisions et que nous ne nous retrouvions dans des structures pour penser le pays. Ça veut dire que nous devons être en mesure de briser le mur de la méfiance et de la peur que ce régime a érigé sur plusieurs étages entre nous. Et que nous faisions tomber les raisons qui font que nous détestons parmi nous les gens les plus lucides et les plus intelligents. Et qui est cette haine envers ceux qui consacrent leur énergie à penser le pays de manière radicale. Donc c'est ça le travail qui nous attend. Ça veut dire que les Togolais des villes, des quartiers, des villages, de préfectures, ainsi de suite, des régions,
nous devons commencer par nous organiser, effectivement, faire tomber le mur de la méfiance et de la peur, de la traîtrise, de la petitesse, de la haine, ainsi de suite. Ce n'est que à ces conditions-là que nous allons commencer par faire un travail véritable d'organisation, de structuration du mouvement populaire. Et ça, nous ne le ferons pas si nous restons accrochés aux partis politiques institutionnels qui sont dans la dynamique électoraliste, qui est une machine qui fonctionne à perte depuis 30 ans, qui conduit les Togolais dans des impasses depuis 30 ans. Je dis bien que c'est une faute historique, c'est une faute grave que de conduire notre peuple, encore une fois, dans cette machine électorale qui est pipée, qui est dressée pour Faure Gnassingbé et ses amis, pour le système en place, en gros. Vouloir conduire une fois encore les Togolais dans cette logique électoraliste qui fonctionne à perte depuis 30 ans est une bêtise incommensurable dont il faut en sortir maintenant. Et il ne faut pas que des gens nous prennent pour des cons. Il ne faut plus que les Togolais eux-mêmes se prennent pour des cons pour s'inscrire dans ce piège à cons que sont les élections dans ce pays. Ce régime n'a jamais organisé des élections et ne va pas en organiser. Ce pays, ce régime s'est organisé des mascarades. C'est en ça que ce régime s'est spécialisé. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la question du candidat que ce régime aura en face de lui ou des candidats que ce régime aura en face de lui. Ce n'est pas ça la question. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce débat mortifère et inutile. Il faut sortir de ce débat complètement inutile sur la question des candidats ou du candidat unique que ce pouvoir aura en face de lui. Parce que ce régime a installé une machine à fraude gigantesque appuyée sur deux instruments, la violence et la corruption. C'est ça le travail qui nous attend. C'est ça le travail qui nous attend. Et donc, si les gens viennent nous dire aujourd'hui que Agbeome Kodjo, qui a été porté candidat d'une partie de l'opposition institutionnelle par le comité des sages, soi-disant constitué de Yaovi Adodo, un impétiste notoire, constitué de Issa Samarou, un ancien ministre de la transition qui est un homme du RPT, et de Fidel Nouboupo, un homme du RPT, réunis autour de Monseigneur Kodjo pour dire que c'est Agbeome Kodjo qui va faire l'affaire parce qu'Agbeome, soi-disant, vient du système et aurait des atouts dans le système pour contrer Faure Gnassingbé. C'est une bêtise. Je dis que ça, c'est une bêtise, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Pourquoi c'est de la tromperie? Et je viens de le montrer. C'est que le régime Faure Gnassingbé, le régime Franco-Gnassingbé, avait emprisonné Agbeome Kodjo. On n'a pas vu les réseaux d'Agbeome Kodjo lui venir en aide pour le sortir de sa prison. Ce régime a emprisonné des gens et non des moindres. Ce régime a déchu Bojona Pascal, qui est un des faiseurs du roi Faure Gnassingbé. À plusieurs reprises, Faure Gnassingbé a emprisonné Bojona. On n'a pas vu des gens du régime venir sortir Bojona de la prison. Si ces gens-là avaient cette puissance-là qu'Agbeome aurait, pourquoi est-ce que Agbeome était allé en prison? Pourquoi est-ce que Bacha Gnassingbé, qui est le propre frère de Faure Gnassingbé, séjourne en prison depuis plus de 10 ans maintenant? Où sont ses soutiens? Où sont ses éléments? Donc, si quelqu'un vient nous dire qu'on va prendre un ancien du système pour venir le combattre, soi-disant parce qu'il aurait des soutiens dans le système qui vont l'appuyer le moment venu, c'est faux. C'est faux ça. Ce régime est fondé sur la violence et la corruption. Et l'élément décisif, ce qui fait la décision le moment venu, c'est la violence militaire, policière et des milices. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons travailler. Donc, ce n'est pas une question d'élection. Ce n'est pas une question électorale. Ce n'est pas une question de candidat.
Ce n'est pas une question de fichier électoral. Ce n'est pas une question de coût constitutionnel. Ce n'est pas une question de multiplicité ou d'unicité de candidature. C'est une question de décision populaire qui va abattre un régime de type colonial. C'est ça le vrai problème. Et donc, les gens sont en train de nous détourner de ce vrai travail-là qui nous attend. C'est ça, le fond du boulot. Et dans ce registre-là, le MORTRA redit encore une fois sa disponibilité parce que nous avons étudié ce régime de fond en comble. Nous avons étudié le système en Afrique. Nous savons comment les élections sont organisées. Donc, la question qui nous confronte, ce n'est pas une question d'élection. Ce régime est fait pour rester au pouvoir. Il a mis tout en place pour rester au pouvoir en 2020. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on perde notre énergie, notre temps à nous combattre sur la question des candidats ou du candidat, sur la question du fichier électoral ou pas. Ce pouvoir s'appuie sur la violence. C'est là que nous devons travailler, mettre en place l'organisation qu'il faut pour pouvoir contenir cette violence-là et la détruire au moment décisif. Que ce soit en 2020, en 2021, en 2022, en 2023. Mais nous devons commencer ce travail-là maintenant. Faut-il de l'avoir commencé un peu plus tôt? Faut-il de l'avoir commencé un peu plus tôt? Nous devons l'entamer maintenant. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À bientôt.